Émission du 25 octobre 2023. Bienvenue à tous. Kim Roy-Grenier au microphone. Aujourd'hui à l'émission, les dragues sont à l'honneur à quelques jours des premiers rendez-vous de la drague à Montréal, ce qu'on pourrait aussi appeler un drag-con québécois, francophone, international. Et bien, nous recevons la drag queen Michèle Dorion, co-hôtesse de l'événement. Bonsoir. Bonsoir. Quel pronom utilisez-vous? Et lui. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie de la communauté LGBTQ+. Beaucoup de choses. Ah oui? Une de ces choses-là, peut-être? Implication. Implication, voilà. Et ça fait longtemps donc le drag fait partie de votre vie. Est-ce que on est à 35 ans de carrière, c'est ça? 35 ans cette année. Félicitations pour tout ce travail. Comment c'est arrivé dans votre vie, le drag? C'est arrivé par hasard. Juste un instant. Oui, un petit. C'est arrivé par hasard à mes 18 ans. Des amis m'ont sorti pour la première fois dans le village à Montréal et ils m'ont emmené voir un spectacle. À l'époque, là, on recule, 35 ans, drag queen, le terme n'existait même pas. C'était travesti ou personnificateur à cette époque-là. Et j'ai été ébloui par le spectacle. Ils ont annoncé un concours amateur, mes amis m'ont inscrit, j'ai participé, j'ai gagné. C'est comme ça. C'était un signe, des premiers pas encourageants, voilà. Si on peut dire. On va parler théâtre aussi avec Mélodie Noël Rousseau. Bonsoir, Mélodie. Bonsoir. De retour de tournée en Europe. Oui. Ça s'est bien passé? Ah, on dit qu'on tombe en amour avec les Belges et ça a été le cas. Oui, un coup de foudre. On a déjà hâte d'y retourner. Puis un bel accueil du public de notre pièce Ciseaux, vraiment. Un bel engouement. Puis il y a eu aussi des performances à Berlin. Oui, on s'est fait inviter à aller présenter nos drag kings au premier Dyke Festival, première édition. Ils se sont fait donner un petit lopin de terre. C'était magnifique. C'était vraiment le fun. On est un petit peu jaloux. Mais bon, c'est vous qui faites le travail, donc c'est vous qui en profitez. Ce soir, on va en parler, entre autres, d'un classique des comédies musicales, Hedwig et le pouce en furie. Oui, on a eu la chance d'aller voir ça au TNM en reprise. C'est le dernier stop de la tournée, donc il ne faut pas manquer ça. Alors, on en reparle dans quelques instants. Moi, c'est Kim Roy-Grenier. Je suis journaliste homosexuel et non-binaire. J'utilise le pronom « il », sauf quand je suis maquillée, ou je laisse le choix entre « il » ou « elle ». Et nous sommes en direct ce soir du bar Le Normandie, dans le village, à Montréal. C'est parti pour tous! Les Rendez-vous de la drague, premier festival de la culture drague au Québec, au Canada et même de toute la francophonie. Plus de 75 artistes drague du Québec et de l'international ont rendez-vous en fin de semaine au Palais des Congrès de Montréal, dont celle-ci, on l'écoute. Hello everybody, c'est Camille de Drag Race France et on se retrouve le 28 et le 29 octobre au Rendez-vous de la drague à Montréal. Ce sera la première fois au Canada, so wish me luck, j'ai hâte de vous y voir. Alors, elle qui nous donnait un petit bec dans la fin de sa vidéo. Donc, on entend Cam Hugh de la première saison de Drag Race France. Mais ce soir, c'est Michèle Dorion, sous les feux de la rampe, co-hôtesse de l'événement avec Rita Baga. Rebonsoir. Rebonsoir. Alors, comment est née cette idée de créer cet événement-là? Bien, cet événement-là, d'abord, est né beaucoup, il y a longtemps, je veux dire. À l'époque où Rita et moi-même, on travaillait à Fierté Montréal, on postulait pour que Montréal remporte le World Pride en 2023. On est allé en Grèce pour faire tout le déploiement. Mousser la candidature. C'est ça. On n'a pas remporté la candidature. C'est Sydney qui l'a remporté. Mais pour le World Pride, Rita avait eu l'idée de présenter une édition du DragCon au Québec. L'idée est tombée et il y a un an et demi, quand j'ai créé ma boîte de production, Production Midor, j'ai eu envie de ramener cette idée-là et Rita s'est joint à nous et plusieurs autres personnes et là, c'est maintenant, c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire ou y voir? Ah, mon Dieu, tellement de choses. Il n'y a pas de temps mort. Toute la durée du week-end, il n'y a pas de temps mort. Bien entendu, il y a les kiosques. Il y a plus de 100 dragues de toutes
sortes, de toutes formes qui seront sur place, parce que c'est important pour nous d'être représentatifs et inclusifs avec tous les types de drague qui voulaient être présents à l'événement. Mais il y a aussi des panels, défilés de costumes, transformations, coiffures, spectacles. Sur scène, là-bas, toute la journée, c'est un feu roulant d'activités. Oui, puis il y a aussi pas juste des drag queens ou des drag kings, il y a des artistes du monde de la drague. On peut penser à des maquilleurs, des maquilleuses. Des artisans, des photographes, designers. On s'est vraiment entouré de tout ce qui touche la communauté du drag. Est-ce qu'il y aura beaucoup de personnes de l'international? Là, je ne pourrais pas te dire combien. Je sais qu'il y en a. Il y en a du Canada, des États-Unis et de l'Europe. Mais le nombre, c'est Rita qui est à... qui est aux mathématiques. Non, mais à cette... voyons, je cherche mes mots. C'est elle qui s'occupe de la programmation des artistes internationaux. Je ne les ai pas comptés. Elle a quelques relations en étant, entre autres, animatrice de Drag Race Belgique, exactement, ouais. Drag Queen, qui sera là d'ailleurs par ailleurs. Le lien entre les dragues et le public a beaucoup changé au fil du temps, notamment avec l'arrivée des médias sociaux. Vous pouvez avoir un lien direct avec vos fans, alors qu'avant, ce contact-là passait beaucoup par la scène. Donc, dans ce contexte qui a changé, c'est quoi l'importance d'un événement comme celui-là pour votre relation avec le public? Bien, pour nous, de créer cet événement-là, en tout cas, moi, mon but premier, quand j'ai parti le truc, c'était de me dire que ce serait une superbe opportunité pour les gens qui ne connaissent pas cette communauté-là et qui la jugent sans savoir ce que c'est, de venir à la rencontre de la communauté, de voir tout ce qui se présente à eux et de choisir ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Parce que souvent, je vais dire aux gens, la communauté du drag, c'est comme la communauté des humoristes. Il y a des humoristes un peu plus trash ou vulgaires, puis il y en a grand public. Mais c'est la même chose pour la communauté du drag. Il faut choisir ce qu'on aime, puis ce qu'on n'aime pas. Bien, c'est correct si tu n'aimes pas ça, mais tu n'as pas besoin de juger parce qu'il y a des gens qui aiment ça, des drag queens trash. C'est le fun. Il y a aussi un effort qui a été accordé pour inclure des drag kings. C'est important pour vous de justement être représentatif de ce qui se fait sur la scène drague? Oui, c'était important. Drag king, drag créature. On a vraiment essayé d'approcher tout le monde. Et je pense, pour une année 1, c'est quand même assez représentatif. Comment faire pour cette inclusion-là que vous avez essayé de faire là, pour les drag kings? Comment faire en sorte que ça déborde de ce week-end-là pour que ça se reflète, dans le fond, dans les programmations en général au courant de l'année? Oui. Bien, c'est aussi, pour moi, une des belles façons d'ouvrir cet art-là au public en général. C'est pour ça qu'on invite les familles, le grand public, pour justement démocratiser, ouvrir les esprits des gens. T'sais. Quand tu connais pas quelque chose, ça te fait peur, tu n'es pas d'accord. T'sais, même dans notre communauté de spectacle, là, mettons que je te parle des bars, je vais parler du mien parce que je sais pas ce qui se passe toi ailleurs, mais tu comprends, c'est difficile des fois d'amener des nouvelles choses au public. Puis il faut y aller tranquillement, tranquillement. Puis des fois, ça fait pas notre affaire, mais pour un bar, c'est ta clientèle qui te fait vivre. Donc, tu comprends, c'est de les amadouer tranquillement à s'ouvrir. Mais c'est vrai que c'est pas rapide encore. On peut peut-être le mentionner, vous êtes copropriétaire du bar Le Cocktail dans le Oui, village. oui, c'est ça. Pour que les gens sachent pourquoi aussi vous parlez de votre expérience personnelle. Mélodie, je t'inviterais peut-être pour le temps d'une question à cette discussion parce que tu es aussi drag king, on disait, Roquebière, en duo avec Hervé Métal. De ton côté, tu sais,
de quoi tu aurais besoin là, pour que ta carrière ou ton rayonnement, dans le fond, gagne en puissance? Bien, comme Michel le disait, c'est les opportunités, c'est de donner accès aux contrats, de donner accès aux contrats qui sont payants aussi, parce que c'est pas toutes les gigs qui sont nécessairement payantes. Et ça coûte cher faire de la drague. Donc, d'arriver à un niveau comme Rita Baga, par exemple, qui est une drague qui est vraiment connue au Québec, ben ça prend des sous, ça prend des budgets, ça prend des gens qui ont cru en toi puis qui t'ont amené là. Mais aussi de faire connaître le mot drag créature, de faire connaître le mot drag king, justement de se faire inviter à ce grand rendez-vous de la drague. Ben là, ça, c'est un grand pas, justement, Oui, de le mettre au même pied d'égalité que les drag queens. Parce que vous allez y être en fin de semaine Oui. au rendez-vous de la drague, Oui, évidemment. on va amener notre gaz et notre feu. Mais justement, tu viens d'en parler, Mélodie. C'est important de faire connaître ces mots-là. J'en profiterai peut-être pour prendre le temps de démystifier drag créature. Parce que, bon, drag queen, drag king, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas familières avec drag créature. Qu'est-ce qu'on inclut là-dedans? Ben, je crois que je suis pas la bonne personne pour faire une bonne description. Donc, c'est un petit peu... Je m'aventurerai pas dans décrire parce que c'est pas... Tu comprends? Mais est-ce que vous auriez un exemple Mon Dieu. à donner pour oui, Mélodie, peut-être? J'ai Evan Gender Fox, si je me trompe pas. C'est un drag créature. C'est des Et, personnes qui vont être plus fluides dans leur exploration du genre, donc qui Ouais. vont être beaucoup plus fluides dans leur expression du genre. Ils vont pas se coller au féminin ou au masculin, ils vont jouer avec toutes les palettes des couleurs. Bien résumé, merci Voilà. Mélodie. Moi, j'avais trop peur de me tromper. La convention a lieu au Palais des Congrès à Montréal, mais dès demain, le 26 octobre, il y a aussi toute une série d'activités organisées ici dans le village. Quelle place a joué ce quartier pour les artistes drag au fil des ans? Ben écoute, si je parle pour moi, c'est le noyau de tout ça, moi. Tu comprends, pour les gens de Montréal, là, les artistes de Montréal, c'est le noyau, c'est là qu'on peut performer le plus souvent, pratiquer des numéros, se monter un bagage pour ensuite être plus connu et tranquillement pouvoir aller performer ailleurs. Je sais que c'est une question que vous vous faites poser souvent, mais bon, étant donné que c'est le premier rendez-vous de la drague, je la pose aussi. On en a parlé brièvement, les conditions de salaire. C'est pas tous les gigs qui sont payés de la même manière. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les dernières années où cette visibilité a augmenté, le nombre de contrats a augmenté, on peut aujourd'hui vivre du drag? On peut vivre, mais c'est pas tout le monde qui peut en vivre. Ça va un peu avec la notoriété. C'est certain que plus tu es connu, reconnu, populaire, ben plus les gens veulent t'avoir sur des contrats. Pour ce qui est des bars, ça a bougé un petit peu les salaires, mais vraiment pas beaucoup. Mais il faut comprendre aussi que si je prends exemple de mon bar, le cocktail, nous on présente des spectacles 5 soirs semaine. Tu sais, c'est un roulement qui est dispendieux. On fait vraiment ce qu'on peut, le mieux qu'on peut, mais c'est sûr que c'est pas avec ça qu'on peut en vivre. C'est pas avec des engagements. Surtout qu'il y a beaucoup d'artistes en ce moment. Et ce qui est très bizarre, là, je vais faire une petite parenthèse, mais moi, j'ai commencé en 1988 et juste dans le village, jusqu'à Saint-Laurent, je pense qu'il y avait 14 endroits où on pouvait faire du spectacle. À Québec, il y en avait 5. À Trois-Rivières, il y en avait 2. Il y en avait à Drummondville. Et maintenant, c'est très populaire. Et on est, 3 là, en ce moment? On n'est pas beaucoup. C'est très bizarre. Je comprends rien. Mais c'est sûr que, bon, maintenant, la télé, le Wi-Fi, les applications de rencontres, ça a joué beaucoup
sur les dynamiques de Ouais, sortie. c'est ça. Que, comme on disait aussi, ce lien-là entre les drag queens et le public maintenant peut se faire via les réseaux sociaux. Il n'y a plus besoin d'avoir ce contact-là dans le bar, sur la scène et dans le public. Ces événements-là, il y en a beaucoup là, en ce moment qui invitent des drag queens, que ce soit pour des événements corporatifs, des fêtes d'anniversaire ou des fins de saison de ligues sportives. Moi, je l'ai entendu des gens qui disent qu'ils en voient trop de drague. Est-ce que vous pensez que cette visibilité-là qui a augmenté pourrait entraîner un certain ressac? Je crois pas. Moi, je compare ça à il y a quelques années, on disait la même chose des humoristes, qu'il y en avait trop, il y en avait partout. Ben, ils sont encore là, puis les gens sont passés à autre chose, ils critiquent les dragues maintenant. Donc, Il faut un bouc émissaire quelque part. voilà. Et quand vous entendez des gens dire, c'est ces personnes-là qui nous engagent, dans le fond, est-ce qu'ils croient vraiment en notre communauté ou est-ce que c'est pas du pinkwashing? Vous en avez vu ou vous en avez... J'en ai, je peux pas dire, oui, j'en ai vu, mais c'est certain. C'est certain qu'il y a des gens qui font ça pour se donner bonne conscience ou attirer des gens qui pourraient leur apporter de l'argent d'une communauté. C'est officiel. Je peux pas accuser personne, mais c'est comme ça que ça marche. Hein. Voilà. Mais en attendant, en fin de semaine, samedi et dimanche, au Palais des Congrès, ce sera réellement parce qu'on croit à la diversité de la communauté drague. Donc, les 28 et 29 octobre, au Palais des Congrès, les premiers rendez-vous de la drague pour les personnes intéressées. Merci beaucoup, Michel. Bien, merci à vous, puis j'espère que vous allez être présents pour encourager cette belle communauté d'artistes. Un aperçu de l'ambiance qui régnait samedi dernier à cette contre-manifestation organisée à Montréal en soutien aux jeunes de la diversité sexuelle et de genre. C'était la première couverture terrain de tous, je voulais juste le souligner. Alors, on a quelques extraits à vous faire entendre dans quelques instants, mais d'abord, quelques mots sur comment ça s'est déroulé. Il y avait plusieurs centaines de contre-manifestants, contre-manifestantes, et de l'autre côté, quelques dizaines de manifestants. Donc, clairement, nous étions beaucoup plus nombreux, ce qui a poussé les militants LGBTQ+ à crier victoire. En début d'après-midi, les opposants à l'éducation sexuelle et de genre dans les écoles se sont dispersés. Donc, les militants LGBT ont marché dans les rues du quartier Centre-Sud jusqu'en début d'après-midi. Voici ce qu'avait à dire l'une des organisatrices, Céleste Trianon, sur les manifestants antidiversité. Souvent, il y a un travail qui est nécessaire pour déradicaliser le monde. Il y a beaucoup de communautés ici qui ont grandi dans les environnements assez conservateurs et c'est nécessaire de faire un travail pour sensibiliser le monde, pour leur faire apprendre les vertus de l'inclusion, les vertus du vivre ensemble. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est quelque chose qui doit se faire au longtemps. Et pour moi, l'éducation, c'est la première étape vers ça. C'est pour éduquer une nouvelle génération qui va accepter tous leurs consoeurs, confrères, consadefs ensemble. Et puis, j'ai aussi eu l'occasion de demander à plusieurs contre-manifestants pourquoi ils tenaient à être de la partie. Voici quelques propos recueillis dans la foule. Quand dans ton milieu familial, c'est fermé ou à ton milieu scolaire, c'est fermé, c'est bien de voir qu'on peut exister, on peut être épanoui en tant que personne de la communauté, puis qu'on est juste normal aussi dans le sens que on fait de la popote à la maison, on a des amis, on veut dater, on veut apprendre des choses, on est curieuse, puis on est des belles personnes à connaître, en fin de compte. Fait que juste pour moi, contrer la désinformation, je trouve ça super important, puis donner une meilleure représentation aux jeunes.
Ben, j'étais là la dernière fois, puis c'était un moment qui a été vraiment difficile d'entendre, surtout les enfants qui étaient instrumentalisés, qui étaient amenés à la manifestation pour nous insulter, pour être validés dans leur bullying. Puis pour moi, c'est important d'être là pour ces enfants-là, surtout, pour qu'ils aient accès à d'autres choses que juste des encouragements au bullying, juste pour exister, pour être beau et belle devant eux, puis leur montrer qu'en grandissant, ils peuvent faire d'autres choix. Puis aussi, je suis là en tant que personne d'origine arabe parce que il y a une grosse instrumentalisation de nos identités par des mouvements religieux extrêmes. Puis c'est important de montrer qu'il y a des Arabes queer de notre côté, puis qu'on veut être visible, qu'on a le droit d'exister. Je trouve ça vraiment important pour montrer que l'école peut être un espace sécuritaire pour les jeunes personnes trans et LGBTQ en général. Puis, c'est important de montrer comme allié, cisgenre, mon appui à cette cause. Bien sûr, comme on est ici pour les intérêts trans, mais les intérêts trans sont partagés par juste les êtres humains en général, le droit de s'identifier comme on veut, de s'exprimer comme on veut, de pouvoir faire ce qu'on veut avec nos propres corps. T'sais. Ça, c'est des droits que tout le monde a besoin d'avoir protégés. Alors, on est ici pour les intérêts trans, mais des intérêts humains en général aussi. Puis moi, ce que je me dis, c'est pour un enfant, voir son parent cracher autant de haine vers une communauté dans laquelle il fait peut-être partie, je trouve ça vraiment intense. Fait que je pense que c'est vraiment important qu'on soit là pour que ces enfants-là, surtout ceux dont les parents sont bigots, dans le fond, des adversaires, qu'ils sachent qu'on est là, qu'ils sachent qu'on existe, puis qu'ils sachent qu'ils existent aussi. Je pense que c'est vraiment ça, c'est... Comment tu peux savoir qui tu es si tu sais pas qui tu peux être? C'est l'ignorance qui entraîne la haine, en fond. Donc, moi, j'ai fait la pancarte juste là. L'éducation sauve des vies, l'ignorance tue. Fait que c'est pour ça que je suis là pour défendre l'éducation aux réalités LGBTQ parce que c'est ça qui va protéger la communauté, tous ses membres. Par ailleurs, dans le monde des sports, la Ligue nationale de hockey a fait un virage à 180 degrés dans le dossier de l'inclusivité. Après avoir interdit le ruban multicolore sur les bâtons des joueurs, qui est un symbole d'appui aux communautés LGBTQ+, la LNH est revenue sur sa décision mardi, entre autres parce que plusieurs joueurs avaient publiquement dénoncé cette interdiction. Il y a même le défenseur des Coyotes de l'Arizona, Travis Dermott, qui a défié cette directive. La LNH n'a cependant pas précisé si les chandails aux couleurs de la fierté seront de retour. J'avais hâte de pouvoir reparler de théâtre à l'émission parce que, bon, je vais en voir beaucoup de théâtre. Alors, Mélodie Noël Rousseau, re-bienvenue sur scène. Ça fait plaisir d'être là. Bien, plaisir partagé. La première pièce dont on va parler aujourd'hui, on l'a vue ensemble samedi dernier. Quel heureux hasard. Il s'agit de Hedwig et le pouce en furie. Voyons, c'est au Théâtre du Nouveau Monde. Qu'est-ce que ça raconte? Oui, et c'est probablement la proposition la plus queer et accessible qu'il y a sur les scènes du Québec présentement. Hedwig et le pouce en furie, c'est une comédie musicale punk dans laquelle on suit l'histoire d'Hedwig, un personnage non-binaire aux proportions mythologiques, incarné par Benoît Méguénis d'ailleurs. Et sur scène, Hedwig est accompagné d'un band qui joue live. Son band est nommé Le Pouce en furie en hommage à son organe génital, fruit d'une opération de changement de sexe raté. Mais c'est grâce à cette intervention chirurgicale-là qu'Hedwig a pu marier un soldat américain et quitter l'Europe de l'Est. Donc, on suit ce personnage-là dans ses tumultes amoureux de Berlin-Est à Junction City, au Kansas, accompagné sur scène également par Yitzhak, son choriste, son mari, son chien de poche, qui emmène pas large, mais la comédienne qui l'incarne, elle emmène large, Elisabeth Gauthier-Pelletier, qui complète la formation glam rock. Donc, c'est un show qui décoiffe. Et t'as aimé?
J'ai adoré. J'ai adoré. J'ai adoré tout l'amour que Benoît McGuinness porte pour son personnage. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'on a pu le voir sur les planches du Québec. C'est un rêve qu'il chérissait depuis qu'il avait vu la pièce sur Broadway en 2014. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on ne cherche pas à comprendre l'identité d'Edwige. On va au-delà des questions identitaires. Cette personne-là, elle est comme elle est sur scène et on s'attache au personnage. On est touché par son drame. Voilà ce que j'ai aimé. On peut peut-être critiquer le fait que c'est un peu propre comme proposition punk, mais il faut dire que ça se veut grand public. Moi, ça me fait plaisir de voir qu'un public de tout horizon a accès à cette proposition-là très, très queer, très audacieuse. Au TNM aussi, qui a un public Oui. Particulier au TNM, mais dans le sens que... oui, les abonnés. Les abonnés, mais c'est intéressant de leur offrir ce genre de propositions-là dans la programmation, oui, c'est ça? Ça a tourné. Puis là, d'ailleurs, comme je le mentionnais d'entrée de jeu, c'est le dernier stop de cette tournée-là. Donc, manquez pas votre chance d'aller voir ça. C'est au TNM jusqu'au 28 octobre prochain. C'est une pièce qui est quand même importante là, au niveau de la communauté LGBT. Elle fête cette année ses 25 ans. Elle a été faite à plusieurs reprises sur Broadway, entre autres. Il y a même un film culte qui est sorti en 2001, interprété et dirigé par John Cameron Mitchell. Donc, allez voir cette adaptation cinématographique, ça vaut la peine. Et sur la scène, je pense qu'il y avait Patrick Neil Harris qui l'avait fait. C'était pas lui qui le faisait quand Benoît McGuinness a vu le spectacle? Oui, en 2014, Hedwig and the Angry Inch, qui mettait en vedette Neil Patrick Harris, ça a été présenté pour la première fois sur Broadway et ça a remporté 4 Tony Awards, quand même. C'était de la qualité. C'était de la qualité. C'en est aussi au TNM. Oui. Donc, allez voir si vous avez le temps. Ça se termine samedi. La prochaine pièce dont tu voulais nous parler, tu allais la voir cet après-midi. C'est tout frais. Oui. C'est du théâtre pour enfants. Du théâtre pour enfants de 6 à 10 ans. La pièce Clémentine, présentée à la Maison Théâtre. Bon, là, il y a des membres de la communauté, des communautés dans le cast, donc je me permets d'en parler, mais le sujet est pas nécessairement queer. On parle de divorce. Et je voulais savoir, Kim, est-ce que tu es déjà allé voir du théâtre d'objets? Je pense pas. Moi, ça me passionne, le théâtre d'objets. On raconte les histoires avec des objets du quotidien dans cette pièce-ci. Parfois, l'objet va prendre vie comme une marionnette. Parfois, l'objet va être un accessoire pour que la comédienne puisse incarner un nouveau personnage. Ou parfois, ça va être un élément de décor, carrément. Et ce que j'adore, c'est que ça permet de changer les focus et ça donne place à toute une poésie qu'on peut créer avec toutes les dimensions. Moi, j'adore ça, le théâtre d'objets. 45 minutes pour les enfants. Oui. Maison Théâtre, est-ce qu'on sait si ça va partir en tournant en région encore? Je le sais pas, mais c'est une création de la Klein Company en coproduction avec le Théâtre de la Pire Espèce. On les adore. Une création et un texte d'Anaïs Pellin en collaboration avec Émilie Leclerc et Anne-Marie Levasseur. Je voulais nommer ces actrices très importantes. Tu nous amènes du côté de Québec maintenant. Il y a du nouveau du côté du Carrefour international de théâtre. Oui, un festival de théâtre national et international qui est basé à Québec depuis 91. Marie Gignac nous annonçait l'an passé qu'elle quittait la direction après 30 ans d'activité, la direction artistique, bien sûr. Et bon, pour ce nouveau chapitre qui débute, l'organisation a opté pour un comité de programmation, donc pour la remplacer, 3 personnes. Émile Beauchemin, à qui on doit récemment la création du lieu de recherche La Charpente des Fauves. Allez voir par là, ça bouillonne pas à peu près. Il y a Maryse Lapierre aussi, comédienne et metteuse en scène, qui a fait d'ailleurs la mise en scène des Ploufs qui étaient présentés tout dernièrement au Théâtre Denise-Pelletier. Elle a remporté des prix pour sa mise en scène. Et Maxime Robin, auteur, metteur en scène et comédien. J'ai eu la chance de parler avec Maxime cet après-midi. Vous l'avez peut-être vu là, jouer le rôle de Paul dans N'essuie jamais de larmes sans gants, une mise en scène d'Alexandre Fecteau, ou à la mise en scène d'Hosanna ou La Sherazade des pauvres qui a été présentée au Trident là, tout récemment. Donc, c'est avec lui que je me suis entretenue et il me confiait que le mandat était plutôt vertigineux, mais qui était très bien entouré. Tu sais, Émile, il en a fait. Il a fait la programmation pour le mot multi. Fait que c'est lui qui a le plus d'expérience parmi nous. Maryse, elle a vraiment... C'est une des artistes que je connais qui a le meilleur instinct. Elle est vraiment bonne, elle est très lucide. Fait que ça, je pense que pour voir des shows, sélectionner, penser à ce qui peut marcher dans un festival comme le Carrefour, je pense que c'est vraiment essentiel.
Et Maxime me disait que son devoir à lui, c'était de garder l'œil ouvert pour les propositions qui font du bien, mais aussi de garder un radar pour les pièces queer. Et je lui ai demandé ce que ça représentait pour lui, le Carrefour international de théâtre. C'est vraiment comme un vent de fraîcheur. C'est comme le moment dans l'année où tu vois des spectacles qui viennent d'ailleurs ou des façons de faire qui sont vraiment différentes, des cultures différentes, des langues différentes. Puis quand c'est la même langue, c'est vraiment des approches différentes. Fait que ça, je trouve ça vraiment... c'est comme sain, c'est comme si ça te faisait voir d'autres choses. Tu sais, c'est comme voir le monde un petit peu, tu sais. L'équipe est déjà à l'œuvre, car la prochaine édition s'en vient très, très vite. Ça va se passer au printemps 2024. J'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont nous concocter. Et Maxime Robin sera de passage à Montréal pour la pièce « N'es-tu jamais d'Aram Sanga », c'est ça? Parce que je pense que ça s'en vient au Théâtre du CEP. Oui. Il est assez percutant sur scène. Oui, je l'aime beaucoup comme comédien. Il y a un spectacle à surveiller qui commence ce soir, je pense. Et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas aller le voir avant. Exactement. Donc, je vous amène du côté de l'Agora de la danse à Montréal. Je suis très emballée par la proposition d'Alexandre Morin. C'est un solo qui s'intitule « Anatomie d'un moteur ». Et Alexandre Morin a grandi dans un milieu rural, dans une famille où on est mécanicien de père en fils. Donc, c'est un docu-fiction qui questionne, qui déconstruit la masculinité qui lui a été enseignée à la maison. Ça questionne aussi les valeurs du travail de l'artiste, hein? Les exigences que ça demande d'être un artiste sur scène versus un mécanicien en comparaison avec le travail manuel. C'est une conception musicale et vidéo de Jonathan Goulet. On voit d'ailleurs des projections de son frère mécanicien qui démonte un moteur. Et la dramaturgie et le texte original nous vient de Mathieu Leroux. Et j'ai jasé un peu avec Mathieu. Là, il était en période de raccord, en petit rush avant la première. Et cette personne-là était très emballée par le projet. Il disait qu'une des étincelles d'allumage, c'était les mains. Les mains de mécaniciens, hein? Les mains d'hommes. C'est quoi que ça représente? Puis qu'est-ce que ça représente de déconstruire ça quand on a été élevé avec ça? Donc, bravo aux chanceuses qui ont eu des billets. Je suis désolée de vous dire que c'est complet, mais on peut se présenter à la porte car il y a toujours une place qui se libère. Allez vous présenter à l'Agora de la danse, c'est sûr que vous aurez... Bien, je dis c'est sûr. Vous aurez peut-être une place les 25, 26, 27 octobre à 19h et le 28 octobre à 16h. Puis quand c'est bon, on espère que ça va être repris une autre fois pour les personnes qui n'ont pas été assez d'avance pour s'acheter des billets. Exactement. Ma conjointe est là présentement, j'ai assez hâte qu'elle me le raconte. Merci beaucoup, Mélodie. Bon retour, puis on se revoit dans 2 semaines. Oui. C'est déjà le mot de la fin. Je rappelle qu'après l'émission, nous poursuivons la discussion avec nos invités sur scène et le public. C'est un échange assez informel où vous pouvez poser vos questions, partager un témoignage. Alors, n'hésitez pas à venir assister à l'enregistrement de l'émission. C'est l'occasion de se rassembler et de rencontrer tout plein de belles personnes. Les remerciements ce soir, d'abord à la drag queen Michèle Dorion, co-hôtesse des premiers rendez-vous de la drague qui ont lieu les 28 et 29 octobre à Montréal. Merci, puis bon party en fin de semaine. À la culture mélodie, Noël Rousseau. À la technique, Lou Perreno. Et l'interprète en langue des signes, Marie Penel. Alors, je le disais, venez nous voir, venez nous rencontrer pour jaser avec nous, mais aussi suivez-nous sur nos réseaux sociaux, médias sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. On a une infolette qu'on envoie aussi chaque jeudi lors de la mise en ligne de l'émission. Écrivez-nous pour vos commentaires, vos suggestions. Ici Kim Roy-Grenier, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous et je vous dis à la semaine prochaine.